Alors, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Aurélien Barraud. Donc je travaille au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS, qui est de l'autre côté de la ville, sur le polygone scientifique. Et mes domaines de recherche concernent essentiellement la recherche d'antimatière dans l'espace, l'étude de l'accélération de l'expansion cosmologique avec un grand télescope, et puis des travaux un peu plus théoriques sur les trous noirs et ce qu'on appelle l'univers primordial, donc la physique au voisinage du Big Bang. Voilà. Alors rassurez-vous, je sais bien que la plupart d'entre vous ne sont pas physiciens. Il y a des géographes, il y a des biologistes, des informaticiens, peut-être même des chimistes. Personne n'est parfait, je plaisante. Donc, bien sûr, ce qu'on va faire ensemble va demeurer très qualitatif, sans équation. On va en demeurer essentiellement au niveau conceptuel. On n'est pas là pour faire des calculs, on n'est pas là pour aller dans les détails. Alors, on est là pour quoi, en fait ? Alors, pour deux choses. Je vais prendre prétexte de la cosmologie, c'est-à-dire de la science de l'univers, pour tenter de vous apprendre quelque chose de ce grand récit de nos origines, de ce que l'on croit savoir aujourd'hui de la structure de notre monde. Mais, comme je viens de le dire, peut-être que ce sera avant tout essentiellement un prétexte pour que nous nous interrogions au-delà du modèle cosmologique sur le statut de la physique et par-delà même sur le statut de la science en général. Ce que j'aimerais, puisque c'est un petit cours interdisciplinaire, transverse, optionnel, c'est que nous profitions de ce temps commun pour nous poser des questions, pour interroger, peut-être pour déconstruire certaines de nos certitudes. C'est-à-dire que nous fassions cet effort qui est, me semble-t-il, trop rarement suggéré à l'université, qui consiste non seulement à pratiquer la science, ce que j'espère on va faire ensemble, mais aussi, et parfois même dans le même geste, à l'interroger, à tenter de la comprendre, voire à la mettre en défaut, c'est-à-dire également à en cerner les limites, si ce n'est de temps à autre, les éventuelles contradictions internes. Je crois qu'il ne faut pas les masquer. Vous savez, au lycée, parfois, on nous présente la physique comme une sorte de fait vrai, un catalogue, une liste, presque un lexique de vérité. C'est toujours un peu plus complexe que cela. La science est une longue élaboration qui est toujours en tension avec elle-même. Aucun modèle n'est parfait, aucun modèle n'est exactement juste. Et ce qui va m'intéresser, c'est justement de vous présenter cette science en train de se faire, et pas une sorte d'armature ossifiée de théories qui sont déjà consacrées, mais plutôt les questions qui sont en train d'émerger et qui nous obligent à faire face non seulement à nos connaissances, mais aussi à ces tensions, à ces points de rupture, à ces petites instabilités qui peut-être vont faire émerger, dans un avenir que j'espère proche, un nouveau modèle, un nouveau paradigme, une nouvelle image du monde. Alors, en quelques phrases, quelle est l'histoire que nous allons raconter en quelques dizaines d'heures? C'est l'histoire de notre univers. Au commencement, on ne sait pas très bien ce qu'il y avait. Peut-être un gaz de corde, peut-être une mousse de spin, quelque chose qui certainement était très différent de l'espace et du temps tel que nous le comprenons aujourd'hui. L'univers ensuite a connu vraisemblablement une phase d'expansion considérable, ce qu'on appelle l'inflation. À l'issue de cette inflation se sont formées les particules élémentaires, les différentes forces se sont scindées. Puis sont apparus les noyaux, puis sont apparus les atomes, puis sont apparus les nuages de gaz, qui se sont effondrés sous leur propre poids, qui ont formé les étoiles et les galaxies. Certaines étoiles ont formé des trous noirs, qui certainement se sont rencontrés les uns les autres, ont coalescé et donné naissance à de plus gros trous noirs, qui ont joué un rôle vraisemblablement moteur dans la structuration des galaxies. Ensuite, une chimie complexe est apparue, des planètes, la Terre, ce que nous connaissons, le vivant. Voilà en quelques phrases notre histoire. La question, ou les questions qui m'intéressent donc, sont plutôt comment raffiner cette image d'Épinal que je viens de dresser, mais aussi quelle est l'origine de ce savoir? Comment sait-on que ce petit récit des origines que je viens de schématiser a une pertinence, une légitimité ou une valeur de vérité vraisemblablement supérieure à celle des grands mythes de la création? Pourquoi croit-on aujourd'hui que le modèle du Big Bang a plus de sens que la théogonie d'Hésiode ou le récit de Platon au Timée? Ça, c'est une question proprement métaphysique. Ce n'est plus de la science, c'est l'interrogation sur la légitimité
qui fait de la science ce qu'elle est. Et c'est ça qui nous distingue souvent des astrologues, par exemple. Nous connaissons, nous autres astronomes, l'origine de notre savoir. Nous sommes capables, pour le dire comme le philosophe Michel Foucault, de nous adonner à une archéologie du savoir. Nous pouvons retrouver comme les traces et les signes à l'origine de ce que nous pensons connaître. Alors, je crois qu'il est toujours bon de commencer par les mots. Vous savez, les philosophes adorent ça. Ils commencent toujours par interroger les mots avant d'en venir à la dimension proprement conceptuelle et historique. Alors, le mot qui nous intéresse, ça serait celui-ci. Cosmologie. C'est de ce dont il va être question. La cosmologie, c'est la science de l'univers. Je voudrais vous faire remarquer qu'il ne va pas de soi qu'une telle science soit possible. Oui, bien sûr, on le sait tous, on peut s'adonner à une science des plantes, des atomes, des quarks, des animaux, des étudiants et même des enseignants. Aucun doute là-dessus. Mais l'univers, ici, ce n'est pas le contenu, c'est le contenant. L'univers, pour le dire caricaturalement, c'est l'espace. Une science de l'espace est-elle possible ? Peut-être n'y a-t-il rien à dire sur l'espace. Vous savez, c'est finalement comme ça que Emmanuel Kant ouvrait sa deuxième critique, la grande critique, celle de la raison pure, en disant que l'espace et le temps sont des formes pures, c'est-à-dire a priori ou transcendantales dans son vocabulaire, de la sensibilité humaine. Autrement dit, chez Kant, l'espace et le temps sont là. Et nous sommes les phénomènes dans l'espace et le temps. Il n'y a rien à dire sur l'espace et le temps. Ce que précisément nous allons comprendre ensemble, c'est qu'il n'en va pas ainsi. C'est que, curieusement, étonnamment, l'espace et le temps sont des objets scientifiques. Il est possible de tenir un discours scientifique sur l'espace et le temps, sur le contenant, c'est-à-dire l'univers, et non pas seulement le contenu. Nous ne parlerons pas de comètes, de planètes, d'astéroïdes, d'étoiles. Pour nous, en cosmologie, les particules élémentaires sont les galaxies. Nous nous intéressons aux très grandes échelles dans l'univers. Et les galaxies ne nous intéressent même pas en tant que telles. Elles nous intéressent en tant que sondes révélant la structure de l'univers lui-même. Nous nous adonnons à la science de l'espace. Alors pourquoi ce mot ? Cosmos. Bon, cosmos, bien sûr, le premier sens que l'on serait donné de traduire, c'est celui d'univers. Certes, soit. Mais en grec ancien, cosmos, ce n'est pas seulement l'univers. C'est aussi l'ordre, l'harmonie. Et c'est pas tout. En grec ancien, cosmos, c'est aussi l'idée de convenance raisonnable. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, cosmos contient déjà l'idée de rapport. Vous voyez ? De rapport adapté, de rapport opportun, comme si l'idée même du monde se confondait avec l'idée de l'ordre. Mais cosmos, ça signifie aussi les breloques, les bijoux, les babioles, ces petites choses-là. Cosmologie et cosmétologie ont bien la même origine. Les cosmétiques et le cosmos, ce sont deux sens du même mot grec. Alors cette plurivocité originelle du grec n'est pas une faiblesse. Vous pourriez vous dire, mais quand même, pourquoi ces gens-là, ces grands philosophes, ces grands penseurs, ces grands dramaturges, ces grands tragédiens, ont-ils utilisé le même mot pour désigner les bijoux et pour désigner le grand ordre cosmique? Parce que ces catégories n'étaient pas disjointes dans leur pensée. N'oublions jamais que les classes du langage révèlent aussi et ils reflètent aussi déjà les catégorisations, les taxonomies que nous avons appliquées sur l'univers. La langue n'est pas neutre, c'est le même concept en grec. Et alors de l'autre côté, c'est encore pire. De l'autre côté, on a logos. Alors logos, originellement, c'est la parole. C'est le langage oral. Oral. C'est le parler. Vous savez, les Grecs étaient des rhéteurs. C'était très important pour eux la dimension presque performative du verbe, c'est-à-dire qui engendre ce qu'il dit. Il y avait quelque chose qui relevait